bien, je suis particulièrement heureuse et honorée, et transition entier avec moi, d'accueillir ce soir Timothy Hampton, qui est professeur et chair du département de français à l'université de Berkeley, Californie. Tim Hampton travaille sur les rapports entre littérature et politique et la transmission culturelle à la Renaissance et au XVIIe, XVIIIe siècle. Alors, il est l'auteur de plusieurs ouvrages très connus, pour lesquels d'ailleurs il a reçu plusieurs prix. Literature and Nation in the 16th Century, Inventing Renaissance France, en 2009. D'abord, un précédent, Writing from History, The Rhetoric of Exemplarity in Renaissance France, 1990. Et puis, un ouvrage qui parle de la diplomatie dans l'Europe early modern, d'une manière qui, quand je l'ai lu, m'avait semblé très proche, enfin, qui définissait la diplomatie, d'une manière qui m'avait semblé, au fond, très proche. Peut-être que ce n'est pas l'expression très proche, mais entrer en écho très passionnant avec notre projet de transition. Donc, Fictions of Embassy, Literature and Diplomacy in Early Modern Europe. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de cela que Tim va nous parler. Il s'intéresse actuellement à l'histoire de la gaieté. Et c'est le projet de livre que vous allez nous présenter. C'est ça, oui, en principe. Merci beaucoup d'être venu, surtout à la fin de l'année quand tout le monde est fatigué et surtout quand il fait si beau dehors. Donc, c'est vraiment. Il y a plein de tentations à Paris qui devraient se mettre au-dessus de ma présentation. Mais donc, je vous remercie et je remercie Hélène de m'avoir invité. C'est vraiment un honneur d'être ici. Alors, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est, comme elle a dit, de vous présenter de façon un peu décousu, un projet que j'entame et j'insiste sur l'importance des débuts. Je suis vraiment au début de ce projet et en fait, comme vous allez voir, le grand problème avec ce projet, c'est de savoir s'il existe un projet ou si je perds mon temps à chasser des fantômes dans les nuages et dans les bois. Donc, vous allez peut-être m'aider à saisir et à cerner et à esquisser de façon un peu plus claire ce que je crois que je veux faire dans le projet, dans le livre que je vous présente aujourd'hui. Et donc, je voudrais commencer par une cite. Et donc, j'ai fait circuler certaines pages que vous pouvez peut-être partager. Normalement, je n'aime pas faire ce genre d'exercice, mais je l'ai fait parce que je vais parcourir plusieurs ouvrages. Donc je voudrais commencer par une citation de Rabelais, parce que c'est là que je commence toujours. Et c'est donc le premier passage que vous avez, et c'est c'est le prologue du quart livre de Rabelais. Et Rabelais, c'est le narrateur qui parle, et il dit « Je suis moyennant un peu de pentagoualisme, vous entendez que c'est certaine gaieté d'esprit confite en mépris des choses fortuites. Je suis donc sain et de goût, prêt à boire si vous voulez. Me demandez-vous pourquoi, gens de bien? Réponse irréfragable, tel est le vouloir du très grand Dieu, duquel je révère le sacro-sainte parole de bonne nouvelle. » C'est l'évangile auquel il dit, Luc 4, « Médecin ou guéri toi-même. » Donc ça c'est le prologue du quart livre. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette phrase « confite en mépris des choses fortuites » qui est lié avec le thème de la préservation des mets chez Rabelais, la moutarde, le vinaigre et autre chose. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette phrase « gaieté de cœur ». Que veut dire Rabelais par gaieté? Ça, c'est la question. Qu'est-ce que cela implique? D'où vient cette phrase? Est-ce une qualité spirituelle, intellectuelle, corporelle? Est-ce que la gaieté a une histoire? Comme disait Montaigne à propos de l'homme, la gaieté est un sujet divers et ondoyant. Et dans ce contexte, mon propos aujourd'hui est moins de tracer les différentes significations de la gaieté que les divers emplois de ce concept et de cette pratique. Ça, c'est ce que j'essaie de faire. Alors, le projet qui me préoccupe, c'est une histoire sur deux mots qui connote ce que j'appelle un état de joie éphémère.
Par cela, je veux parler d'une disposition de l'âme qui est néanmoins aussi une disposition du corps. Quelque chose qui nous réjouit, mais qui n'est pas effectivement un état d'âme, parce qu'il n'y a pas d'état, en effet. Ce n'est pas quelque chose qui dure ou qui reste. Et je parle de deux mots que j'essaie de ouvrir et comprendre. Le premier mot, qui n'est pas la gaieté, est un mot anglais, et c'est le mot anglais, c'est le mot cheerfulness. Vous connaissez ce mot sans doute, qui est lié au substantif cheer, C-H-2-R, qui vient du mot cher, C-H-E-R-E, en français moyen, qui veut dire visage. L'étymologie est un peu vague, comme avec tous les mots importants. Et nous avons le mot espagnol cara, qui veut dire visage. En latin, en bas latin, il y a le même mot. Ça vient peut-être du grec cara, qui veut dire tête. Et on ne sait pas, en fait. Eh bien, au Moyen-Âge, le mot cheer, le mot anglais cheer, veut dire tout simplement visage. Et si vous lisez les contes de Canterbury de Chaucer, vous verrez que tout le monde a un cheer et que c'est toujours accompagné par un adjectif. Un cheer mélancolique, un cheer fatigué, un cheer pâle, etc. etc. C'est tout simplement un synonyme de visage. En français, le mot cher s'attache très vite à un emploi proverbial qui est l'expression faire bonne chère, qu'on connaît de Rabelais, qui veut dire faire la fête. Mais au Moyen-Âge, si j'ai bien compris, il y a peu à voir avec la fête et c'est beaucoup plus lié au rite de l'hospitalité. C'est-à-dire, quand on fait bonne chère à son voisin, c'est qu'il vient vous voir et au lieu de le tuer, ce qui serait la chose prudente à faire, bien sûr, parce que vous savez, au Moyen-Âge, c'est des gens peu gays, si on peut dire. Au lieu de le tuer, vous lui offrez un accueil de bonne chère avec un beau visage. Et dans la Chevalier de la Charrette, par exemple, le Lancelot entre à un moment donné dans la cour d'une maison et la dame de la maison sort pour l'accueillir en souriant de bonne chère et liesse, nous dit le texte. Alors, quand on arrive au XVIe siècle, et là je suis toujours en Angleterre, le mot cheer, l'idée de cheer, devient une sorte de qualité spirituelle et psychologique. Par exemple, dans une des premières grandes pièces de Shakespeare, c'est la tragédie de Richard III. Richard III, c'est celui qui massacre les enfants, il est très mauvais, très mauvais. Il proclame, juste à la veille de la grande bataille où il va perdre tout, il dit à son confident, je n'ai ni l'alacrité d'esprit, ni la bonne chair que j'ai eue habituellement. Notez bien. Et je cite en anglais, I have not that alacrity of spirit nor cheer of mind that I was wont to have. Set it down. Notez bien. Et on voit les personnages de Shakespeare introduire cette belle phrase anglaise qu'on dit à ses amis de mauvaise humeur, même aujourd'hui, c'est la belle phrase cheer up. Sois pas mélancolique, mais égaye-toi. Voilà. Ou comme dans La Tempête de Shakespeare, cheerly, cheerly. Voilà. Donc il y a cette idée de cheer qui devient vraiment une sorte de qualité psychologique et qui est liée dans des traités de physiologie à la Renaissance anglaise à toutes sortes de problématiques de stratégies pour contrefaire la mélancolie. C'est pas tout à fait, c'est lié à l'humeur sanguin, mais ce n'est pas tout simplement le bonheur, c'est quelque chose qui va contre la mélancolie. Alors, il y a 5 choses qui m'intéressent, que j'ai pu trouver, en ce qui concerne le cheerfulness, et qui définissent un peu le terrain que j'essaie d'élargir avec vous à la gaieté. Première chose, c'est que la cheerfulness, c'est une qualité d'esprit, une disposition de l'âme. Ça, c'est la première chose qui me frappe. La deuxième chose qui me frappe, c'est que c'est lié à une disposition du corps, surtout au visage. Donc le cheer, c'est lié surtout au visage. Troisième chose, justement parce que c'est lié à la disposition du corps, c'est aussi quelque chose qu'on peut ménager ou contrôler. Vous pouvez vous rendre cheerful. Vous ne pouvez pas vous rendre heureux.
Ça, c'est un long travail. Mais vous pouvez vous rendre cheerful aujourd'hui même, par des sourires, par une certaine présentation de votre corps, qui en fait va influer sur votre âme. Et donc, le mouvement de la cheerfulness va de l'extérieur du moi vers l'intérieur du moi. Et ça, c'est très intéressant. Ce n'est pas une question d'expression, c'est une question d'impression. Mais, comme on a déjà vu, c'est également un mot qui rapporte sur les relations sociales, ce qu'on pourrait appeler la civilité, peut-être. Parce que ça se passe avec les autres. Ça, c'est la quatrième chose qui me frappe. La cinquième chose qui me frappe, c'est que c'est une qualité du moi qui ne se manifeste que dans la pratique. Elle se manifeste par la performance, si vous voulez, pour utiliser un mot à la mode. On n'est pas cheerful si on ne montre pas qu'on est cheerful. Il n'y a pas de latence dans la cheerfulness. Si quelqu'un dort, vous pouvez dire, voilà, il est très cheerful. C'est pas possible. Quelqu'un endormi. Par contre, vous pouvez dire, voilà, c'est un homme heureux qui est endormi. Voilà. Donc il y a cette idée de performance qui me semble très intéressante. Ok, alors ça c'est juste pour vous dire un peu le background de ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Alors le deuxième mot qui me fascine, c'est le mot gaieté, qui vient, il paraît, de l'allemand, du moyen allemand, je ne sais pas comment ça se dit en allemand, l'allemand avant l'allemand, la gothique, quoi, du mot gai, qui veut dire brusque. Nous avons également le mot provençal, gai, qui veut dire pétulant, et qui va ensemble avec gaillard, très souvent. Et nous savons qu'en 1332, il y a eu lieu à Toulouse une sorte de colloque de poètes qui s'appelle Consistori del Gai Saber, qui avait pour but de faire revivre la culture poétique du siècle précédent, c'est-à-dire du grand siècle de la poésie des troubadours. Et cette association entre gaieté et poésie devient vite proverbiale, et c'est à la base du livre de Nietzsche de 1885, Le Gai Savoir, que nous connaissons tous, Die Fröhliche Wissenschaft. Nietzsche est un peu à la fin de mon travail, enfin, c'est lui qui est là-bas, et il va me poser énormément de problèmes. Donc j'essaie de préparer mon terrain pour l'aborder. Voilà. Alors, en parlant de gaieté, et là, ça c'est juste une parenthèse, quand je parle de gaieté, évidemment, je n'ai pas en tête l'idée de gay dans le sens moderne, comme homosexuel. Ça, c'est un usage qui vient de la fin des années 60, début des années 70. J'étais là. Et c'est peut-être lié à l'histoire que je vais vous raconter, mais ce n'est pas... On n'y arrive pas encore. Donc ça, c'est autre chose. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est l'idée de gaieté qui, pour Rabelais, est essentielle à notre bien-être. Voilà. Alors, je peux vous dire en partie ce que la gaieté n'est pas, si j'ai bien compris. Ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas ce que Aristote appelle eudémonia, c'est-à-dire une condition morale, et ce n'est pas non plus la joie ni l'extase. Et c'est une catégorie qui ne s'insère pas nettement dans le vocabulaire traditionnel des passions. Donc ce n'est pas une passion. C'est quelque chose, c'est lié à la sanguinité, et on en parle dans les traités de physiologie, mais ça fait partie d'autres discours. Alors, pour enraciner mon projet, j'essaie de mobiliser deux courants critiques qui ne vont pas ensemble. Et voilà, c'est une partie du problème. D'abord, les derniers travaux de Michel Foucault, où il parle de ce qu'il appelle les technologies du moi. Et pour Foucault, les technologies du moi, c'est les stratégies et les techniques par lesquelles nous nous rendons sujet, nous nous faisons sujet. Pour Foucault, ça veut dire la confession, enfin, il y a toute une série de topos qui pour lui sont très importants. Mais je crois qu'on pourrait peut-être mettre la gaieté, le cheerfulness ensemble avec ça, parce que c'est quelque chose que nous faisons à nous-mêmes. Ça, c'est une première idée. Une deuxième idée, c'est la tradition allemande de ce qu'on appelle l'histoire des concepts, Begriffsgeschichte. Et c'est lié au travail du grand philosophe de l'histoire qui s'appelle Koselleck, Reinhard Koselleck, qui avait une sorte de revue de l'histoire des concepts qui a duré pendant plusieurs années. Et c'est peut-être dans ce contexte-là qu'il faut que je mette mon travail, mais comme je dis, je tâtonne. Ok.
Un des problèmes que vous voyez déjà, c'est que j'aurais une tendance à me glisser dans d'autres vocabulaires. On a déjà vu Richard III de Shakespeare utiliser le mot alacrity, alacritas, ou alacritas, c'est un mot latin, qui était très, très utilisé par Erasme quand il parle de lui-même au XVIe siècle, Erasme, le grand humanisme néerlandais. Et c'est le mot alacritas qui est à la base de l'idée de alegria que connaissent les Espagnols et les Italiens. Si les Espagnols peuvent être cheerful, alors ça c'est une grande question politique très, très délicate que je n'aborde pas. Mais vous voyez que en essayant de parler un peu de cheerfulness et gaiety, j'ai une tendance à me divaguer un tout petit peu dans des questions qui sont tellement vagues qu'en fait, peut-être que ça ne veut rien dire. Alors, pour revenir à Rabelais, Rabelais avait parlé de la gaieté dès le début de sa carrière, hein, dans le deuxième livre Gargantua, qui est publié en 1934. Il y a le passage super connu, qui est le prologue, où il compare son livre à une boîte de silène, donc c'est une sorte de contenant où les Grecs mettaient de la médecine, hein, qui était couvert très souvent de grotesques. Hein, et Rabelais nous dit donc que son livre est comme un silène, et il parle de notre interprétation, il dit, c'est la deuxième phrase que je vous ai donnée, et posez le cas qu'au sens littéral, vous trouvez matière assez joyeuse et bien correspondante au nom, toutefois pas demeurer là le faux, comme au chant des sirènes, mais à plus au sens interpréter ce que par aventure, croyez, dit en gaieté de cœur. Alors voilà encore cette phrase. Avant, c'était gaieté d'esprit, maintenant, c'est gaieté de cœur. C'est ça. Et il continue, pourtant, dit-il, et c'est le troisième passage, pourtant, interpréter tous mes faits et mes dits en la perfectissime partie, ayez en référence le cerveau quasi-forme qui vous paie de ces belles billes visées, quasi-forme, ça veut dire en forme de fromage, hein, et à votre pouvoir, tenez-moi toujours joyeux. Alors, or, ébaudissez-vous, mes amours, et gaiement lisez le reste. Évidemment, c'est le mot gaiement qui m'intéresse. Tout à l'aise du corps et au profit des reins. Hein? Ok, pour rappeler donc, l'idée de gaieté, hein, est liée à l'interprétation du texte. Hein? Lisez gaiement le reste. Interprétez-moi dans le meilleur sens. Hein? Donc, pour rappeler, l'idée de la gaieté est liée à l'écriture et à la lecture, à l'interprétation. Et c'est lié ici à un geste de charité de la part du lecteur. Et cette phrase, il faut toujours l'interpréter du meilleur sens, ça remonte à saint Augustin, qui dans de la doctrine chrétienne nous dit que lorsqu'il y a un problème dans le texte, et il y a des apories, des choses qu'on ne comprend pas, il faut toujours prendre le sens qui mène vers la charité. C'est ce que Paul Ricoeur appelle l'herméneutique de la foi. Donc, il faut toujours interpréter dans le meilleur sens. Non pas dans le mauvais sens, mais dans le meilleur sens. Hein? Et c'est cette idée d'interprétation charitable qui est à la base de cette évocation de la gaieté chez Rabelais. Ok. Alors, que disent les autres de la gaieté? Le dictionnaire latin-français de Robert Estienne, qui date de 1531, définit la gaieté, indique la gaieté avec le terme hilaritas en latin, hilarité. Hein? Hilaritas fait référence au festival de bonheur à Rome, à l'honneur de Cybèle. Hein? Et c'est peut-être à cause de cela que le mot gai, si on fait une poursuite en Google machin truc, et enfin tous les numériques, le mot gai est le plus souvent lié à la nature au XVIe siècle. Hein. Donc c'est les alouettes, comme vous le savez, chez Ronsard qui est gai, la gaie à l'alouette, la nature qui est gaie chez Maurice Césaire et compagnie. Hein. Mais l'idée de hilaritas était aussi utilisée par Saint Jérôme pour traduire un mot très important dans le langage de Saint Paul. Hein. Dans le chapitre aux Romains, dans la lettre aux Romains, l'épître aux Romains, chapitre 12,
Paul nous donne la fameuse image de la communauté chrétienne comme un corps avec plusieurs membres. Hein, et il dit que chacun d'entre nous doit agir selon les dons qu'on reçoit de la grâce. Hein, et donc ça c'est le passage que j'ai mis en latin, juste pour vous amuser. Voici Saint Paul, que celui qui donne, donne avec simplicité, que celui qui règne, règne avec diligence, et que celui qui est charitable, qu'il le fasse de façon gaie ou hilaritaire, avec hilaritate. Donc la charité doit être gaie. Hein. Il dit la même chose dans la deuxième lettre aux Corinthiens, quand il dit que Dieu aime celui qui donne gaiement. Hein. Hilarem enum datorem diligit Deus. Voilà, pour vous montrer que je sais plus ou moins prononcer le latin. Dieu aime celui qui donne gaiement. Hein. Alors, donc, au centre de la communauté chrétienne, il y a cette idée de gaieté. Hein. Calvin, le fameux Calvin, traduit ce mot gai ou hilaritaire, hilaritate, par le mot allègreté. Donc il invente un mot qui est très, très joli mot, enfin allègreté, qui est un peu entre légèreté et alacrité, je ne sais pas, allègreté. Mais aussi, ailleurs, il le traduit comme avec gaieté. Donc en fait, ça devient plutôt canonique quand il dit, à un moment donné, Dieu aime celui qui donne gaiement. Hein, et ça, c'est la phrase qu'on retrouve chez Clément Marot dans ses traductions des psaumes, chez Bèze, et ainsi de suite. Alors, mon propos, c'est que ces passages pauliniens, des épîtres de Paul, sont très très importants pour Rabelais, hein, et sont à la base de cette idée que la gaieté fait partie de la lecture et de l'interprétation et de la construction de la communauté chrétienne. Donc, tout ceci pour vous suggérer que l'idée de gaieté au XVIe siècle a un sens clairement théologique. Voilà, alors, et là j'ai des trucs que j'avais jetés sur Erasme, c'est paraphrase sur la Bible, mais il fait trop chaud pour Erasme, donc on va sauter, mais croyez-moi que Erasme il est fasciné par l'idée de hilaritas et que c'est toujours lié à la charité. Si vous voulez les références, je peux vous les donner. Ok, alors, gaieté qui pour Rabelais est théologique, hein, est liée à la communauté et à sa participation dans la communauté chrétienne. Alors, je suppose que c'est à cause justement de cette dimension communautaire de la gaieté que c'est Rabelais. C'est Montaigne en fait qui va directement contre cet emploi de la gaieté. Vous vous souvenez que les essais de Montaigne s'achèvent par une citation une citation de Horace que je n'ai pas mis et une prière et une recommandation. Et voici c'est numéro 5 dans votre liste. C'est la fin des essais, la dernière phrase en français avant une citation latine qui termine le texte. Et voici Montaigne, la vieillesse a un peu besoin d'être traitée plus tendrement. Recommandons-la à ce Dieu, Esculape, Apollon, protecteur de santé et de sagesse, mais gai et social. Mais j'aime beaucoup, je trouve ça merveilleusement belle, cette idée, protecteur de santé et de sagesse, virgule, mais gai et social. Hein, cette qualification de la dernière phrase des essais. C'est très montagnien, ça. Comme Rabelais, Montaigne s'intéresse à la santé hein, et à la sagesse, deux choses qui sont sacrées à Apollon. Hein. Mais pourquoi gai et social hein? Et pour comprendre un peu cette phrase, il me semble, il faut remonter au 10e chapitre du deuxième livre des essais, qui est l'essai qui s'appelle Des livres. Hein. Et là, Montaigne parle de sa propre pratique de lecture. Hein. Et il dit que s'il prend un livre et il se met à le lire, et ça l'ennuie ou il n'arrive pas à suivre, bon, il jette le livre.
jette mon livre, comme dit Gilles. Il jette le livre et il dit, et là je cite, ce que je ne vois de la première charge, ça c'est pas une recommandation pour vous qui préparez des thèses, enfin juste entre parenthèses. Il dit, ce que je ne vois de la première charge, je le vois moins en m'y obstinant. Ben, ça je comprends. Je le vois moins en m'y obstinant. Je ne fais rien sans gaieté. Et la continuation et la contention trop ferme éblouit mon jugement, l'attriste et le lasse. Ma vue s'y comprend et s'y dissipe. Donc, comme Rabelais, Montaigne souligne le rapport entre la lecture et la gaieté, mais ici c'est un peu contre une certaine idée de communauté, charité. Ici, c'est l'expression du moi. Si je me fatigue, je jette le livre. Et ça, c'est l'expression de ma gaieté. La gaieté n'a rien à voir avec la communauté, ni avec le rapport entre auteur et lecteur. Par contre, c'est une sorte d'émancipation du lecteur. Une émancipation de lecture de la continuité et du devoir de suivre un argument. Ce qui, pour rappeler, est un acte de charité dans un pacte entre lecteur et écrivain, entre lecteur et texte. Pour Montaigne, ça devient une sorte de... c'est le vol de l'abeille qui passe de fleur en fleur, etc. Bon, Montaigne utilise ce même langage à travers tous les essais. La gaieté est presque toujours liée à l'idée d'une sorte d'expression de la volonté personnelle. Par exemple, et là, dans bien des domaines. Donc, par exemple, dans l'essai sur la vanité, et ça c'est le numéro 7, il parle en fait des engagements politiques, et il dit « J'en sers plus gaiement, mon prince, parce que c'est par libre élection de mon jugement et de ma raison. » Donc, je le fais non pas pour des raisons de lien, de devoir, mais parce que je veux. Et ça, c'est la gaieté, et ça, c'est ce qui garantit en quelque sorte ma fidélité à mon prince. Il y a plusieurs citations que je pourrais vous donner. Même chose pour le voyage. La joie du voyage pour Montaigne, c'est qu'il peut voyager en gaieté, c'est-à-dire s'arrêter où il veut et être justement en dehors de sa maison où tout l'ennuie. Le problème pour Montaigne, que vous savez, c'est que le château est en ruine, et tout se dégrade, il y a toutes sortes de soucis tous les jours de réparation de cette maison qu'il a héritée, et ça l'énerve énormément, donc il s'en va à Rome, et il dit voilà, je peux voyager comme ça, je m'arrête comme je veux, avec gaieté. Alors, et là il y a plusieurs citations que je pourrais vous donner, mais tout ceci pour vous dire que pour Montaigne, la liberté de l'obligation est associée avec la gaieté. Et aussi, et ceci est peut-être plus intéressant, c'est lié à la disposition du corps. Dans son essai sur l'éducation des enfants, il souligne l'importance du plaisir et de l'aise qui va avec l'étude de la philosophie. Il n'est rien de plus gai, dit-il, que la philosophie. Et il se souvient d'une scène dans les classiques où Démétrius, ça c'est numéro 9, là je saute les cannibales qui portent une contenance gay, c'est Démétrius le grammairien qui rencontre dans le temple un groupe de philosophes assis ensemble et il leur dit « À vous voir la contenance si paisible et si gaie, vous n'êtes pas en grand discours entre vous. » Et l'un lui répond que on se ride le front quand on parle de la grammaire, mais les philosophes qui parlent de la vie et de la morale sont toujours gais. Donc la vraie philosophie, c'est la philosophie de la gaieté. Ça n'a rien à voir avec rider le front et se ronger les ongles, etc. Ça, c'est pour les grammairiens. Voilà, donc il y a cette idée que la philosophie doit nous rendre gais, nous réjouir, et être lié à une disposition du visage. Et le mot gai va ensemble la plupart du temps dans Montaigne, très très souvent en Montaigne, avec le mot contenance. Donc c'est lié à la disposition du corps et en quelque sorte au visage.
Mais Montaigne n'utilise pas le mot visage, ce qui est très important parce qu'il est très sensible au visage, comme vous savez. Il utilise le mot contenance, qui est un mot un peu plus intéressant, qui a à voir avec continere en latin, c'est la façon dont on se tient et dont on se présente dans une situation. Donc c'est cette phrase, la contenance gaie, qui est très importante pour Montaigne, et c'est là où se trouve la gaieté. Inutile de vous dire, peut-être que dans la traduction anglaise de Montaigne, une très grande traduction de John Florio qui date de 1609 et qui était le texte que Shakespeare a lu, nous le savons, il cite Montaigne, inutile de dire que le mot gai est traduit par le mot cheerful. Donc voilà, c'est là où tout se rejoint à travers John Florio. Ok, alors donc mon idée ici c'est que pour Rabelais, l'idée de la gaieté est liée au texte et à la communauté. Pour Montaigne, c'est lié à une sorte d'émancipation du moi et une sorte de liberté du moi, liberté de tout lien, de tout devoir, etc. Comme il fallait s'y attendre, ceci énerve Blaise Pascal. Et là, il faut toujours, comme vous le savez, que surtout, parce que la plupart d'entre vous sont 17e, chaque fois qu'on veut savoir quelles sont les idées importantes chez Montaigne, il faut courir chez Pascal, et pour voir ce qui rend le pauvre Pascal complètement névrotique, c'est les idées de Montaigne. Et Pascal a cette belle phrase dans Idées pensées sur l'imagination, où il parle de la gaieté du visage, et c'est le numéro 10 que j'avais mis. Cette gaieté du visage donne souvent l'avantage dans l'opinion des écoutants. Tant les sages imaginaires ont le faveur auprès des juges de même nature. Si vous avez de gaieté de visage, ça devient une sorte de rhétorique. Vous arrivez à persuader vos amis que vous avez raison. Et voici Pascal, elle ne peut rendre sages les fous, mais elle les rend aurores. Ça, c'est la gaieté. À l'envie de la raison, qui ne peut rendre ses amis que misérables. L'une les couvrant de gloire, l'autre de honte. Voilà, alors voilà Pascal qui va directement contre Montaigne, et que la gaieté du visage, qui pour Montaigne est une sorte de signe de liberté, devient pour Pascal une sorte de rhétorique de pouvoir qui domine les autres, et en fait qui cache la vérité, qui cache la raison. Ok. Voilà où j'en suis un tout petit peu avec Pascal, et je suis très heureux d'être parmi vous parce que, comme je sais, vous êtes, la plupart d'entre vous sont des 17e, et là je ne fais que commencer mes explorations du 17e, surtout par des textes un peu de médecine, de disposition du moi, disposition du visage, etc., pour tracer un peu l'histoire de la gaieté. Mais je saute là au XVIIIe siècle, et là j'ai fini, parce que je veux quand même avoir plus de conversation. Et c'est Madame de Staël qui est très, très utile en ce qui concerne la gaieté. Avant Madame de Staël, il y a eu une très belle lettre que j'ai trouvée par un Italien qui s'appelle Giuseppe Cerutti. Enfin, c'est pas le même qui dirige la maison de mode, mais c'est son grand-père sans doute. Mais Giuseppe Cerutti, qui était un Italien installé en France, qui était journaliste pendant la Révolution, qui a écrit une lettre à une amie publiée à la Bibliothèque nationale, qui est sur l'origine et l'importance de la gaieté chez les Français. Et pour lui, c'est la gaieté qui définit la France, qui définit le caractère français, et pour plusieurs raisons. Première chose, le climat, et ça c'est un argument classique, le climat, et là il suit Montesquieu en fait, à la différence des Français qui sont trop colériques et des Allemands qui sont trop flegmatiques, parce qu'il fait trop froid, c'est les Français qui sont bien tempérés et donc qui peuvent être gais. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est le gouvernement, et ceci est très important. On ne peut avoir gaieté que sous une monarchie. Pour plusieurs raisons. D'abord, dans une tyrannie, tout le monde est opprimé, alors on est déprimé tout le temps. Dans une démocratie comme en Allemagne, comme en Angleterre, pardon, on est sans cesse préoccupé par le bien commun,
Et donc, on n'a pas le temps d'être gay parce qu'on est plus, voilà, les Anglais, les Français. Hein? Et parce que l'Anglais voit tous les hommes comme ses égaux et l'Espagnol ne voit personne comme son égal, les Français se comparent sans cesse les uns aux autres et se croient en fait supérieurs aux autres à qui ils se comparent tout le temps. Hein? Il a sans cesse le plaisir de se croire vainqueur de ses égaux, dit Cerutti. Hein? Et donc la gaieté française est basée sur une sorte d'illusion du moi. Hein? Mais c'est lié à l'interaction sociale. Alors cette idée est reprise par Madame de Staël, et là je vais finir très très vite. Dans de l'Allemagne, elle insiste sur l'importance de la sociabilité. Et là, c'est une phrase vraiment qui est... Attendez, donnez-moi... numéro 10 que j'avais mis sur votre page. Je ne vais pas avoir le temps de faire toutes les citations. Pardon, numéro 11, excusez-moi. Et là, c'est une expression de la dynamique de la gaieté qui est absolument en parallèle avec les descriptions de la cheerfulness chez les Anglais. Et je lis, le désir de paraître aimable conseille de prendre une expression de gaieté. Donc, par la sociabilité, je me fais gai, hein, parce que je veux plaire. Hein. Quelle que soit la disposition intérieure de l'âme. Hein. Je suis déprimé, mais je fais gaieté. La physionomie influe par degrés sur ce qu'on éprouve et ce qu'on fait pour plaire aux autres et mousse bientôt en soi-même ce qu'on ressent. Donc je suis changé dans mon intérieur par le geste de gaieté qui fait partie de la sociabilité. C'est tout à fait extraordinaire cette phrase, ces phrases. Bon, alors à partir de là, il y a toute une élaboration de l'idée de Madame de Staël qu'il existe une gaieté en Allemagne, mais elle est pittoresque et folklorique. Je n'ai pas très bien compris. Alors que chez les Français, c'est lié à ce qu'elle appelle le monde, c'est-à-dire la bonne société. Hein. Et elle continue à dire, et là c'est les dernières citations que j'avais mises, que la gaieté française est proverbiale et que c'est lié à la situation, au gouvernement de la France. Hein? Et là, elle finit dans le numéro 14, là je saute quelques phrases. Elle dit « La gaieté ramène à des idées naturelles. Et quoique le bon ton de la société de France fût entièrement fondé sur des relations factices, c'est à la gaieté de cette société même qu'il faut attribuer ce qu'on avait conservé de vérité dans les idées et dans la manière de les exprimer. » Donc, tout ce qui reste de la vérité en France, c'est par les plaisirs factices de la gaieté. On ne verra plus rien de pareil en France avec un gouvernement d'une autre nature, mélancolique, Madame de Staël, aristocrate déplacé. Ok, alors, donc, tout cela pour vous dire que quand on passe de Rabelais, quelqu'un comme Rabelais, où la gaieté est liée au plaisir de lire, à l'interprétation, à la théologie, on arrive avec chez quelqu'un comme Madame de Staël à une image de la gaieté comme liée avec le caractère national, la sociabilité, mais le dynamique de la gaieté, la façon dont la gaieté agit sur le sujet, me semble toujours à peu près la même chose. Hein. Et donc ça, j'essaie de voir ce qu'on peut faire de cela. Et là, je termine. Comme à dernière citation, j'ai mis deux vers d'un merveilleux poème du poète irlandais Yeats, dans un poème qui s'appelle Lapus Lazuli, qui a été écrit en 1937, juste avant la guerre, où il parle de la tragédie de l'histoire, et le fait que l'histoire est toujours tragique. Que vous regardez les événements de l'histoire, et c'est tragique, 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 triste, triste, triste. Et alors, contre la tragédie, il propose la gaieté. Et pour lui, c'est la tragédie qui exprime la tristesse du monde, mais ceux qui refont le monde, qui reconstruisent ce que l'histoire détruit, c'est les gays, c'est-à-dire les poètes. Et il y a cette merveilleuse phrase « All things fall and are built again ». Tout tombe et est reconstruit. « And those that build them again are gay ». Voilà, c'est le rôle du poète comme constructeur.
je vais peut-être m'arrêter là et vous allez m'expliquer ce que j'ai fait. C'est bien, ça va ou... Merci infiniment de cet exposé. Moi, j'avais envie de vous poser d'abord deux questions. Vous ne nous avez pas dit pourquoi vous avez été amené à vous intéresser à ce thème. Et ensuite, qu'est-ce qui vous paraît évanescent, enfin, ça ne donne pas l'impression d'être évanescent quand on vous entend comme ça. Évanescent, c'est peut-être pas le mot exact, mais j'aime bien cette idée que c'est éphémère dans le sens que ça arrive et puis ça disparaît, et puis ça arrive et puis ça disparaît. C'est quelque chose qu'on doit faire, hein, à la différence par exemple du bonheur, qui est quelque chose qu'on peut construire, établir, faire à travers, qui est après tout pour Aristote une situation morale, le bonheur. Hein. Donc il y avait cette idée d'une sorte que c'est très léger, que ça glisse en fait sur la surface des choses. Et là, c'était ça qui m'intéressait, c'était ce projet d'essayer de décrire en fait, quelque chose qui est vraiment à la surface des choses, enfin, et qui par définition en quelque sorte est à la surface des choses, et qui commence à la surface des choses, et qui va de la surface du moi à l'intérieur du moi, à la différence de notre modèle du moi qu'on a, qui est le modèle qui a quelque chose à l'intérieur qui s'exprime. C'est ça qui m'a un peu préoccupé. Et en fait, c'était oui, voilà, c'est ça. C'est ça qui m'a un peu fasciné. Parce que c'est quelque chose qui ne va pas tout à fait dans le discours des passions, dans le discours traditionnel. Enfin, on en parle, hein, et on en parle dans les traités de physiologie. On peut inciter la gaieté ou la cheerfulness de façon chimique par un verre de vin. Nous dit Timothy Bright, qui est un physiologue contemporain de Shakespeare, avec un verre de vin, pas deux verres de vin. Deux verres de vin, c'est fini, mais un verre de vin, ça va. On peut donc se rendre gai par un verre de vin, par la musique, par certains espaces. Donc il y a des choses qui peuvent, comme je dis, il y a des techniques, il y a une sorte de technologie du moi qui me rend léger, alors que je ne suis pas léger, hein, mais ça m'allègre par un certain processus. Et c'était ça qui m'a intéressé. Justement parce que ça ne s'insère pas dans les vocabulaires traditionnels, enfin, que je sache. Et est-ce que vous avez repéré une description du visage gai? Je pense à la phrase de La Fontaine, si je ne m'abuse, « Je n'appelle pas gaieté ce qui excite le rire ». Bon, je ne sais pas. Je ne savais pas. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Donc c'est La Fontaine qu'il faut... C'est dans l'avertissement au deuxième... Voilà. J'espère que je ne suis pas en train de dire une bêtise, là, mais Florence, par exemple, je suis sûre que tu sais ça. C'est l'avertissement au deuxième recueil, à la publication du deuxième recueil des fables. Il dit qu'il a égayé ses narrations, ça y est, ça me revient, il a égayé ses narrations par certaines circonstances. Donc il y a un sens poético-rhétorique du mot circonstance. Et il précise, je n'appelle pas gaieté ce qui excite le rire, mais après... c'est très... Comment? Non, c'est dans la suite, mais je ne sais plus... Ça c'est très beau, parce que justement ce n'est pas ce qui fait rire. Hein. Et encore, il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui n'est pas le rire, qui n'est pas... Voilà. Donc évidemment, je vais courir tout de suite à la bibliothèque demain pour retrouver évidemment, les fables de La Fontaine, c'est super parce que on le ressent tout de suite. Enfin, je veux dire, il y a une espèce d'évidence du côté du lecteur, me semble-t-il, dans cette affaire. En plus, ça résonne fortement quand même pour nous, parce que vous vous êtes penché sur une question qui est à la fois la question d'une surface
des liens, enfin, du fait que les liens, un certain type de liens entre les êtres humains dépendent d'une forme, disons quand même, enfin, d'une forme qui n'est pas que formelle, qui n'est pas de pure forme. Il y a bel et bien quelque chose qui se passe au-dessous de la surface. Et d'autre part, ce qui me frappe beaucoup, c'est que ça touche à la question de l'interprétation d'un texte. Moi, je ne connaissais pas cette suggestion de choisir le sens, cette association entre charité, donc l'interprétation qui choisit le bon sens. Je pense à Furetière. Dans Furetière, j'avais étudié l'opposition que fait Furetière entre prendre en mauvaise part et prendre en bonne part. Oui. Je pense que c'est la même chose. Il s'agit de prendre en bonne part, mais je ne connaissais pas du tout, je n'avais jamais eu l'idée que ça pouvait être associé à la gaieté, ce que je trouve absolument, moi personnellement, absolument passionnant. Pour nous, tout particulièrement, j'ai envie de dire. Parce que, justement, donc ça, pour moi, ça remonte à Saint-Augustin, qui, dans la doctrine chrétienne, dit, là, il parle de, c'est le passage où il parle de la différence entre utiliser les signes et jouir des signes, utiliser des objets, jouir des objets. Et il dit que quand on aborde un texte et on arrive à des moments où on ne comprend pas, où il y a un choix entre deux interprétations différentes, à ce moment-là, il faut choisir le chemin de la charité, il faut lire de façon charitable. Et je crois que ça, c'est... Et ça c'est un passage auquel Erasme revient beaucoup de fois. Et je crois que Rabelais aussi, quand il dit interpréter mes 10 effets dans le meilleur sens. Mais moi, ce qui m'a frappé un peu, c'est que ça devient lié aussi à l'idée de gaieté, hein, ce qui est très intéressant. Et dans les commentaires sur le deuxième épître aux Corinthiens et l'épître aux Romains, il y a énormément de, je ne veux pas dire d'angoisse, mais d'attention, en fait, payée par les commentateurs de la Bible à ces phrases. Dieu aime celui qui donne gaiement. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu aime celui qui donne gaiement. Et pour Calvin, ça devient vraiment une sorte de stratégie de police. C'est-à-dire, si vous ne donnez pas gaiement, alors là, je sais que vous n'êtes pas un vrai chrétien. Et il y a un texte absolument extraordinaire où Calvin dit, vous savez, les Romains, c'est-à-dire les catholiques, donnent parce qu'ils sont terrorisés par le pape, hein, alors que nous, les vrais chrétiens, nous donnons gaiement. Alors eux, ils font semblant de donner gaiement parce qu'ils sont terrorisés par le Vatican, alors que nous, on est vraiment gai quand on donne. Hein. Et ce qui est intéressant, et la raison pour laquelle l'idée de cheerfulness me préoccupe dans la tradition anglaise, c'est que les mêmes commentateurs de ces mêmes passages, ils ont aussi l'idée le fait que cheer contient, le mot contient le mot visage. Alors là, ils sont complètement délirants avec il faut sourire en donnant, il faut avoir le front serein, les yeux. Il y a toutes sortes de commentateurs, des commentateurs protestants, enfin des commentateurs du XVIe siècle en Angleterre, qui essaient en fait vraiment de décrire en détail quelle serait la disposition du corps de celui qui donne gaiement. Comment est-ce que je peux savoir que vous donnez, et là je vais vous donner les précisions. Donc il y a vraiment une sorte de, comme j'ai dit, une sorte de préoccupation ou presque une sorte d'angoisse sur cette idée de donner gaiement. Et moi je trouve ça absolument passionnant de savoir qui. Oui. J'ai trouvé la référence pour La Fontaine. Je n'appelle pas gaieté ce qui excite le rire, mais un certain charme, un air agréable qu'on peut donner à toutes sortes de sujets, même les plus sérieux. Préface du premier recueil, 1660. Ah, c'est le premier recueil. Ben voilà, premier recueil. Mais il doit y avoir égayer les narrations dans l'avertissement du second. Super. Merci beaucoup. Oui. Est-ce que vous pensez, dans le prolongement de ce que vous voulez dire, qu'il serait possible, en cherchant beaucoup
faut en grattant, ou plus ou moins d'ailleurs, établir un lien du coup entre la gaieté, son étymologie, la variation de ses significations, et le phénomène de l'enthousiasme dans l'Angleterre très calvinienne, très puritaine, les manifestations de sa ferveur à l'église, dans le cadre de la congrégation de la secte. C'est une très belle question. Ça. Je ne sais pas, je n'ai pas encore abordé ce problème. Il me semble que ce qui est intéressant dans la gaieté encore, c'est que c'est quelque chose qu'il faut ménager. Il y a un moment donné où Montaigne dit ce feu de la gaieté. Et quand il parle de la jeunesse, c'est qu'ils ont le feu de la gaieté qui est immodéré. Donc il me semble que ce serait intéressant de voir le rapport entre enthousiasme et gaieté. Et c'est peut-être lorsque la gaieté va trop loin, il tombe dans l'enthousiasme. Je ne sais pas. Là, ça c'est juste oui. Non, ça c'est super. Merci beaucoup. Mais il y a beaucoup de choses chez les Anglais, énormément d'intérêt pour cette idée de cheer. Il y a un moment absolument extraordinaire dans le Paradis perdu de Milton où Ève a fait un rêve du plaisir de la pomme. Et c'est avant d'avoir mangé pomme. Et elle se réveille et elle dit j'ai ce rêve, j'ai fait ça. C'était vraiment très sensuel, ce coup. Et alors Adam lui dit bon, il ne faut pas. Non, c'est pas ça. Et en fait, il voit une larme sur sa joue. Et il croit, à tort, qu'elle pleure parce qu'elle a tort d'avoir fait le rêve. Alors qu'elle pleure parce qu'elle a envie de la pomme et elle sait que la pomme n'est pas à sa portée. Et alors Adam, Milton lui dit, and he cheered her up and she was cheered. Alors, donc c'est le premier exemple de mauvaise lecture, de faute d'interprétation. Il a complètement loupé le truc. Il a mal compris sa femme, il a mal compris la raison pour ses larmes. Il a cru que c'était le remords, alors que c'était le désir. Donc le cheer, dans ce sens-là, et l'idée du cheer et visage devient vraiment le lieu de la faute d'interprétation, de la mauvaise interprétation, d'une mauvaise lecture. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui est lié là peut-être avec et c'est peut-être particulier à la tradition anglaise, je ne sais pas, avec le cheer. Mais vous voyez le problème. Le problème ici, c'est que est-ce que ce projet est un projet, est-ce que c'est une sorte d'histoire de mots? Ça c'est le problème. Est-ce que c'est simplement, est-ce que je ne fais que fouiller un peu dans la bibliothèque et trouver toutes les différentes phrases avec le mot gay et j'essaie d'en tirer une histoire? C'est peut-être ça. Là, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est plutôt un concept? Moi, j'utilise le mot de technologie ou de technique, du moins une approche du moi. Donc j'essaie de savoir si je ne fais... Parce que j'ai un copain qui m'a dit, bon, c'est très simple, tu fais une recherche numérique. C'est comme toutes les apparitions du mot gay entre Rabelais et je ne sais pas qui, et voilà, ce sera fait. Et c'est pas ça que je veux faire. Et en fait, j'évite un peu le numérique, un peu par perversité aussi, mais juste parce que je veux quand même entrer dans les textes et je vois que dans certains textes, il y a les textes de Wordsworth dans des moments absolument clés de certaines grandes poésies où le mot cheer apparaît juste au moment clé. Donc je crois qu'il y a même quelque chose, mais je ne sais pas si c'est une histoire, si c'est une sorte de philologie un peu improvisée ou si c'est une histoire intellectuelle, je ne sais pas. Excusez-moi. Oui. Mais il n'y a peut-être pas de contradiction entre cette recherche philologique et cette recherche intellectuelle. Je pense surtout à Nietzsche, que vous posiez comme ça si loin, mais en même temps vous vous rapprochez constamment. Par exemple, à propos de la surface, de tout ce que vous avez dit à propos de la surface. Et puis
de cette revendication de ce qui lie savoir et gaieté, gai savoir. Oui, c'est peut-être ça, oui. Donc, je ne sais pas, vous, comment vous approchez de Nietzsche? Oui, ben j'aimerais bien quand même je crois que je vais aborder Nietzsche par le biais de l'écrivain américain Emerson, Ralph Waldo Emerson, que Nietzsche adorait, que lisait énormément. Et Emerson, il est très cheerful. Hein. Il y a une phrase, une merveilleuse phrase, où il dit à un moment, le pouvoir c'est dans le cheerfulness. Power lies in cheerfulness. Et là, ça rattache à toute une tradition américaine de la présentation du moi, la gaieté, c'est ça. Cette sorte de faux optimisme qu'on associe aux Américains. Mais que Nietzsche, je crois qu'il faut aborder Nietzsche, il faut lire donc Montaigne, Emerson et Nietzsche ensemble comme une sorte de filiation. Et le problème, c'est que je ne sais pas très bien où ça va. À un moment donné, j'avais l'idée d'écrire. Donc, mon idée, c'est d'écrire un très petit livre avec pas de notes, enfin presque pas de notes. Vous savez, quand on a écrit 2 ou 3 livres avec beaucoup de notes, alors on a envie d'écrire des livres sans notes, presque sans notes, ou très peu de notes. Donc, mon idée, c'est d'écrire un petit livre où je prends juste ce fil très, très mince de la gaieté, de la cheerfulness, et j'essaie de tracer un peu de façon un peu essayistique. Et ma première idée, c'était de Shakespeare à Facebook. Parce que Facebook, est-ce qu'on peut être cheerful avec Facebook, ou est-ce qu'on peut ne pas être cheerful avec Facebook? Enfin, qu'est-ce que la numérique impose sur notre rapport à nos visages? C'est une très belle question. Peut-être au-delà de mes forces, comme disait La Fontaine de Tolérance. Je ne sais pas. Donc, mais j'essaie un peu de définir le terrain avec l'idée de un peu voyager à travers 2 ou 3 langues et arriver un peu au moins à Nietzsche. Je serais content de m'arrêter à Nietzsche. Mais les bases sont dans le 16e, 17e siècle. C'est là où tout se passe. C'est là les choses intéressantes. Oui, Natacha. Est-ce qu'il serait possible de séparer ce questionnement autour de la gaieté d'un questionnement autour de la mélancolie? Parce que chez Shakespeare, déjà, il y a encore cette ambivalence, cette dualité entre le registre des humeurs et le registre des passions. Et souvent, la gaieté ou le cheer et la mélancolie sont justement la gaieté est le remède à la mélancolie, la gaieté est le remède à l'humeur. Certainement pas. On ne peut pas le séparer. Alors que la gaieté n'est pas exactement le contraire de la mélancolie, mais c'est une stratégie contre la mélancolie. Oui. Et donc, mais évidemment, ce que je ne veux pas faire, ce que je ne veux absolument pas faire, c'est d'écrire un livre sur la mélancolie. Absolument. Plutôt mourir. Je suis à Facebook. Tout simplement parce que d'autres l'ont fait beaucoup mieux que moi. Et ça, c'est un autre projet. Donc j'essaie, et je crois que l'intérêt de ce projet, si projet il y a, c'est justement le fait que ce n'est pas les travaux qui sont absolument extraordinaires sur la mélancolie, mais moi j'essaie de faire quelque chose qui est un peu plus de côté de ce discours, le grand discours de la mélancolie, que ça se passe par Freud, que ça passe par Dürer et compagnie. Donc, voilà. Donc, mais on ne peut pas le séparer. Et à un moment donné, il va falloir que que je confronte le problème de la mélancolie. Parce que dans Facebook, c'est peut-être ça aussi. Oui, c'est peut-être ça. Entre l'humeur, oui. Plus je suis gay, plus je suis mélancolique. Oui, plus je suis gay, plus je suis mélancolique, complètement. Oui. Il me semble qu'il y a un passage de la littérature de Madame de Staël où elle parle de l'humour des Anglais, qui est leur façon de vaincre un univers un peu triste et par un constant humour, un humour qui est différencié de celui des Français, qui serait comme de l'humour noir. Donc je ne sais pas si ça peut avoir un lien. L'humour, oui. L'anglais, oui. Pourquoi pas, oui. Pour faire cette opposition entre gaieté et mélancolie. Entre mélancolie. Oui, ok. En fait, je viens de rencontrer quelqu'un là où je travaille,
qui m'encourageait à lire la littérature de comportement des moines. Les règles de Saint Bénédicte, il paraît. Il paraît qu'il y a tout, ça fait partie de la formation des moines en fait. C'est d'apprendre à s'égayer contre, justement, non seulement contre la mélancolie et l'acédia, l'ennui, mais c'est une tentative d'éviter. Comment est-ce qu'il a écrit ? C'est une tentative, évidemment c'est quelqu'un qui connaît les moines, c'est une tentative, une stratégie pour éviter les topics qui sont trop difficiles et qui vous emmènent trop loin de Dieu. C'est-à-dire, vous entrez dans un discours sur la politique autour de la table, blablabla, avec vos amis, vos frères moines, et à un certain moment, il faut dire, bah, voilà, ça nous éloigne de Dieu. Et là, donc, il y a des stratégies pour égayer la conversation et pour rester dans le bon, dans la médiocrité. Et donc, évidemment, je vais devenir passionné de moine maintenant. Moi, je voudrais... mais après, je voulais poser une question. Je t'inscris, David. Je voulais revenir à votre question méthodologique, enfin, plus que méthodologique, de conception ou de définition de votre recherche. Et j'ai pas d'idée, en fait, je me lance parce que ça m'intéresse aussi, mais j'ai pas d'idée a priori. Ce que je crois comprendre dans votre projet, c'est qu'il s'agit d'un terme qui n'est jamais au cœur de définition. Vous dites les traités des passions, ça ne fait pas partie des... On ne va pas trouver ça dans la table des matières. Alors bon, il se trouve que moi, quand j'ai travaillé sur la notion de public, c'était une des choses qui m'avait immédiatement frappée. C'était dans les traités de droit, enfin dans tous les textes de droit. J'ai beaucoup lu pour ça. Public n'apparaissait pas dans les index d'ailleurs. Public n'apparaît d'ailleurs jamais dans les index. Je dirais d'ailleurs qu'il n'apparaît pas non plus aujourd'hui dans les index de la langue du XVIIe siècle. Et donc il y a un intérêt particulier, me semble-t-il, en tout cas dans mon expérience, même si la comparaison après entre public et gaieté s'arrêterait très vite, très certainement. Il y a un intérêt particulier à s'intéresser à un terme autour duquel finalement personne ne polémique vraiment, puisque de toute façon il n'est pas crucial dans les théories. Mais alors, en revanche, on peut faire le pari qu'il s'agit non pas simplement d'une enquête linguistique ou philologique, mais que on peut faire le pari, on peut faire l'hypothèse, ensuite vérifier si elle tient ou si elle ne tient pas, que une sorte de constante. Pourquoi c'est une constante ? Ça, c'est encore une autre question. Ça pourrait être simplement une constante par acculturation, par transmission culturelle, mais qu'à travers un terme, les êtres humains définissent un certain état qu'ils savent reconnaître, pour lesquels ils ont une sorte de compétence. On peut encore après réfléchir sur quelle est l'origine, la nature de la compétence, mais ce n'est pas ce sur quoi là je veux insister, parce qu'on peut faire plusieurs hypothèses qui ne modifieraient pas radicalement la démarche. Et il me semble que dans ce cas-là, vous êtes forcé de vous confronter à tous les synonymes potentiels, enfin en tout cas et puis tous les antonymes, et pas nécessairement la mélancolie. Enfin, la mélancolie en ferait forcément partie, mais c'est pour le coup un terme trop lourd, trop chargé, enfin, moi il me semble que c'est ce qui m'intéresse dans votre livre, dans ce livre que vous écrivez. Oui, c'est bien. Parlons donc, comme si ça existait, oui. C'est une très belle technique, ça, de fantasmer sur un niveau. Mais justement, le problème pour moi, c'est que dans ce que j'ai écrit auparavant, les textes que j'ai écrits, il y avait toujours un corpus assez clair. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'écriture de l'histoire et la littérature. Et donc, dans le bouquin que j'ai fait sur l'exemplarité, il était question de lire les vies des hommes illustres,
les traités d'éducation humaniste, problème de limitation des exemples, etc., et de juxtaposer cela avec des textes littéraires, mettre dialogue des textes littéraires. Dans le bouquin que j'ai fait de la diplomatie, j'ai lu beaucoup de textes par diplomate ou sur la diplomatie, de philosophie politique, etc., droit international, etc. Et là, il y avait un corpus, et j'ai pris ce corpus et je l'ai mis en dialogue avec les textes littéraires qui m'intéressaient. La méthode était facile, j'avais pas de problème à savoir comment j'allais travailler. Le problème ici, que la gaieté est partout et nulle part. Mais comme vous dites, c'est un mot qui fait partie des compétences des gens et qui n'est pas dans les index. C'est ça, c'est la marginalité, l'éphémère, mais l'évident. C'est une évidence, la gaieté. C'est quelque chose que tout le monde sait qu'est-ce que c'est. Et j'essaie donc d'écrire ça et aussi de l'écrire de façon que, pour montrer évidemment qu'il y a quelque chose là qu'on n'a pas remarqué, qui en sorte raconte l'histoire de nos attitudes à nous-mêmes et de notre conception de nous, mais qui n'est pas commenté, qui n'est pas explicite. Et là, je peux vous dire que là, il y a des choses extraordinaires. Dans la richesse des nations de Adam Smith, par exemple, il parle des économies gays, cheerful economies, c'est des économies qui sont plus gays que les autres. Donc, et la façon dont ce vocabulaire est approprié par de différents discours, que ce soit la théologie, l'économie, la science même. David, explique-moi ce que... Non, mais je voulais juste dire que il me semble que le projet existe et que c'est une très belle idée. Et une chose qui m'intéresse et que je trouve juste, c'est l'idée de la gaieté comme clé de lecture ou comme guide de lecture. On se sert de la gaieté pour repérer, pour situer, pour chasser après le sens d'un texte. Et il semble que pour la plupart des auteurs, la gaieté a un rôle positif à cet égard. La gaieté, c'est un moyen de faire quelque chose. C'est un instrument herméneutique, on pourrait dire. Mais pour Pascal, ce n'est pas le cas. Et je me demande... Oui, voilà, pourquoi. Et c'est autant plus surprenant parce que pour Pascal, la charité est capitale. Il dit que il reprend cela de Saint Augustin. La loi biblique est figurative. Et tout sens qui ne mène pas à la charité, c'est un mauvais sens. Et donc, on lui offre l'instrument, la clé de la gaieté, et il dit non merci. Et est-ce que c'est le seul cas? Et pourquoi? Pourquoi, surtout puisqu'il tient à la charité comme guide, comme clé. Ou c'est peut-être l'exception, c'est peut-être Montaigne là, donc. Parce que là, il est dans la même lignée que Rabelais, qui lie la charité à l'interprétation, à la gaieté. Mais oui, non, comme tu dis, il refuse cette clé. Alors pourquoi Pascal? Ça c'est une grande question. Pourquoi Pascal? Que vous connaissez, que vous pouvez m'expliquer beaucoup mieux que moi. Il me semble je ne sais pas si c'est une réponse, mais une question qui est liée à la question de l'utilité ou de la non-utilité de la gaieté, c'est qu'il semble que, et peut-être que je me trompe, la gaieté exprime une sorte d'isomorphisme entre
le physique et le spirituel. Oui, justement. C'est ça. Et ça, c'est une sorte de concurrence. Oui. C'est-à-dire que si j'adopte ce look, ce visage gay, ça va s'imprimer sur mon âme. Oui, non, et c'est ça c'est une autre chose pour répondre à la première question d'Hélène, qui m'a fasciné dans ce projet, c'est-à-dire cette idée que ça, c'est une sorte de médiateur entre l'âme et le corps, enfin, il y a une sorte de va-et-vient entre l'âme et le corps, qui me semble très intéressant, et aussi cela offre aussi une sorte de façon de penser du moi qui serait, dans mon contexte du XVIe siècle, un modèle qui n'est pas le modèle de Castiglione et de la Sprezzatura. C'est autre chose. J'ai montré des choses que j'avais écrites sur le cheerfulness à mes collègues chez moi. Et la première chose qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit deux choses. D'abord, ils m'ont dit qu'il ne faut pas se trop fier à la philologie. Et la deuxième chose qu'ils m'ont dit, c'était justement qu'il faut commencer justement par une sorte de hypothèse qu'il y a d'autres façons d'écrire du moi, enfin il y a une sorte de discours sur le moi qui essaie de faire le va-et-vient entre le corps et l'âme. Et ça, c'est le lieu, c'est là où on peut localiser la gaieté, c'est dans cette sorte de va-et-vient. Et là, ça... Sarah. J'ai l'impression que vous avez un peu déjà répondu à ça, mais après on a changé de sujet. Je me demandais très simplement comment vous étiez tombé sur la gaieté, comment vous êtes... Je ne suis pas tombé sur la gaieté, je suis tombé sur la cheerfulness. Et ça, c'était justement par des lectures de Shakespeare, par des textes de Shakespeare où il me semble qu'il est très conscient des différents sens de ce mot. Et à partir de là, j'ai commencé un peu à rechercher. Je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Et ensuite, je me suis dit, tiens, il devrait y avoir quelque chose chez Montaigne. Donc, j'ai lu la traduction de Florio de Montaigne, qui est la grande traduction du début du XVIIe siècle. Et j'ai trouvé la cheerfulness qui était partout. Ensuite, à partir de là, je suis revenu au texte français de Montaigne et j'ai trouvé qu'il y avait de la gaieté partout. Et là, ça m'a rappelé qu'il y avait un monsieur qui s'appelle Rabelais. Et donc, j'ai repris Rabelais et beaucoup d'autres textes du XVIe pour essayer de voir ce que je pouvais en faire. Donc, je suis entré un peu par la porte de côté, quoi. Mon autre question qui s'enchaîne à ça, c'est et puis surtout qui est nourrie par l'atmosphère de la séance et puis ce que vous dites sur votre désir d'écrire un livre court, sans notes. Qu'est-ce que ça fait de travailler sur un objet pour lequel on est évidemment, qu'on aime évidemment, auquel on est évidemment favorable, qu'on a envie de défendre comme une solution, qui conduit du coup à considérer Pascal comme une exception. Qu'est-ce que ça fait de travailler sur un objet auquel on a envie de porter, parce que c'est le cas. C'est une question de méthode aussi. Vous avez envie que ça marche en fait quand même. Comment ? D'une certaine manière, vous avez envie que ça marche. Oui, voilà, et ça c'est la raison pour laquelle je suis là. C'est que j'essaie de présenter ce que j'ai fait là à tous mes amis, dans l'espoir qu'ils me disent non, arrête, non. Et en fait, donc, ou qui m'encouragent. Voilà. Donc je ne veux pas perdre 10 ans de ma vie à travailler ce truc, mais s'il y a j'ai trouvé des choses. Donc, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a dans certains textes importants du XVIe, du XVIIe, du XVIIIe siècle, en Angleterre et en France, ces mots qui m'intéressent apparaissent à des moments clés, à des moments très importants. Et Montaigne, on n'a jamais parlé de la gaieté de Montaigne, par exemple. Il y a un livre célèbre de Michael Screech qui s'appelle Montaigne et la mélancolie, qui suggère que Montaigne était mélancolique, ce que je ne crois pas le moins du monde. Et donc, oui, en fait, il y a des et pour quelqu'un comme Shakespeare, il y a des moments clés dans son texte où, par exemple, quelqu'un qui parle, il répète le mot cheer 5 fois dans 4 vers. Donc, évidemment, ils étaient conscients de cela. Et des différentes résonances avec le visage.
Donc là, il y a quelque chose que les auteurs qui m'intéressent ont remarqué. Mais moi, ce que j'essaie de faire, c'est en fait de trouver une façon de décrire ce qu'ils ont remarqué. Et une autre chose, j'ai relu récemment tous les romans de Jane Austen. Alors, les deux premiers romans de Jane Austen, Sens et sensibilité, Pride and Prejudice, il y a plein de cheerfulness, c'est partout. Très souvent lié au style de l'écriture. Il y a un style cheerful chez Jane Austen. Et ça disparaît dans les romans, après les deux premiers. Ça disparaît presque totalement. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Voilà. Oui. Gilbert, André, je te marque. Oui. Oui. J'avais envie de vous orienter vers plusieurs thèmes. D'abord, à propos de Pascal, je reviens 2 secondes. Si la gaieté n'a pas sa place, la joie, là. Joie, pleurs de joie. Joie, pleurs. Ouais. Je pensais à cette alliance ou à cette association aussi. Je crois que c'est Duras qui parle du gai désespoir. Alors, est-ce que la gaieté pourrait aller, enfin, ou du moins, comment est-ce que la gaieté et le tragique peuvent tisser des liens? Oui. Alors, gaieté tragique et gaieté comique. Oui. D'où la thématique du théâtre, de l'apparence, du jeu. Oui. Et à partir de là, une dernière esquisse comme ça. Quand vous parliez d'alacrité ou d'allegria, on ne peut pas ne pas penser à des questions de rythme, allègre. Et quel lien la musique et la gaieté entretiennent-elles? Ça, c'est une très belle question. Une très belle question, oui. Le rythme et la musique. Parce que la musique, c'est une des choses qui peut nous rendre gais. Tout le monde le dit. Dans les traités de physiologie, tout le monde le dit. Le vin et la musique, en fait. Ce sont les choses qui peuvent nous rendre gais. Et ça, c'est très... En fait, il faut que j'aborde la musique. Et la question de gaieté tragique, gaieté comique, oui, la comique est trop difficile pour moi pour l'instant, donc je n'aborde pas, mais je sais que dans Shakespeare, il y a des moments avec le cheerfulness où vraiment juste au moment de la crise, en fait, on remarque l'absence de cheerfulness. Comme j'ai dit avec Richard III, dans Hamlet, dans la pièce, juste au moment où le roi va mourir, sa femme lui dit « Ah, tu as perdu ton cheer ». Et dans Macbeth, juste au moment où le fantôme de Banquo apparaît, ils se sont manqués, elle lui dit « Tu as perdu ton... tu as manqué le bon cheer dans le banquet ». Donc il y a cette idée que le cheerfulness disparaît au moment de la tragédie. Et c'est une victime de la tragédie, en quelque sorte. Et là, je crois qu'il y aurait quelque chose à suivre sur une sorte de tragic cheer, ou gaieté tragique. Et là, je crois que c'est quelque chose que je vais essayer d'élaborer. La question de la comique, ça c'est... Il faut que je réfléchisse. Mais chez Nietzsche, parce que la gaieté et le tragique... Oui, justement, ouais. Marie-Claire? Oui, non, en fait, la question est sur la joie. Parce que j'étais en train de penser au moment où vous faisiez la petite excursion à travers montagne, Rabelais et jusqu'à Stade, etc. Qu'en est-il de la joie? Est-ce que dans les textes, la joie, à quel moment est-ce que c'est un terme qui existe ou qui n'existe pas Je ne vois pas je n'ai pas remarqué, en tout cas, de référence à la joie dans les textes où on parle de gaieté. C'est-à-dire, là où il y a gaieté, il n'y a pas beaucoup de joie, il paraît.
mais je crois, oui, ce serait la question qu'il faut se poser. Quelle est la différence entre joie? Oui, je vais poser la question aussi parce que finalement, on parle souvent des deux mots qui vont ensemble, c'est souvent la joie chrétienne. Oui. C'est plus le cas on parle plus de gaieté chrétienne. Or, apparemment, oui. On a parlé de gaieté chrétienne. Oui. Donc, à quel moment, peut-être, et là je me demande si le moment du XVIIe siècle n'est pas un moment important. Oui. Oui. À quel moment cette idée de gaieté chrétienne, le mot gaieté est peut-être tombé pour finalement, parce qu'il est devenu autre chose au XVIIe siècle. Il est devenu, oui. Il me semble qu'il y a quelque chose là. Et là, j'aurais bien aimé que vous parliez du XVIIe, de la Fontaine. Vous voyez, je suis... Là, vraiment, l'idée du mot gai, oui. où est-ce qu'il arrive? J'ai essayé de me souvenir, okay. Mais il me semble que là, il y a le mot joie semble, peut-être, est celui qui survient, je ne sais rien. Oui, ça c'est très utile. C'est en tout cas la question que je me suis posée. Et j'aurais vraiment aimé avoir des exemples du mot gay dans les textes du XVIIe pour voir un peu comment ça marche. Tout ce que j'ai sur la joie, c'est Cureau de la Chambre, qui parle des passions, et donc physiologiste du XVIIe siècle, et qui parle en fait de l'importance des muscles dans l'expression de la joie. Il semble que la joie cause la sérénité du front en l'une et l'autre manière, car il est certain que comme elle a cela de propre de dilater et de reprendre l'âme et les esprits, elle tâche de faire la même chose dans toutes les parties du corps. C'est-à-dire, la joie garde tous les muscles du visage dans une sorte de tension égale, dit-il. Je ne sais pas si c'est exactement la gaieté. Ce que j'ai remarqué chez Cureau de la Chambre, c'est qu'il ne parle pas de la gaieté. Il parle de toutes les dispositions de l'âme et du corps, sans parler de gaieté. Je sais que quand Mme de Sales parle de gaieté, oui. Elle n'utiliserait pas le mot joie, par exemple. Oui, justement. Je veux dire, il y a vraiment un moment où l'un ne va pas... Oui, je crois que vous avez... Oui, non, ça c'est... Oui, ça c'est une chose qu'il faudrait vraiment essayer d'explorer, peut-être plus que la question de mélancolie. Oui, c'est une question de joie. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de joie là où il y a gaieté? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de gaieté là où il y a joie? Et il me semble que le gaieté, en tout cas le sens, la façon dont je le sens, gaieté beaucoup plus à rapport à une communauté. Oui, à la communauté, à la sociabilité. Peut-être, il me semble, en tout cas, à plus de référence au soi, individuel, etc. Oui. Et même chez Montaigne, finalement, quand il utilise, c'est différent, la gaieté est différente de celle qu'il y a dans le texte d'Augustin, mais il y a un sens du moi, il y a un sens du moi par opposition à la communauté, parce qu'il se différencie. L'idée de la communauté est toujours présente, vraiment assez fortement, il me semble. Ça c'est très beau, merci beaucoup. Je crois que ça va m'aider beaucoup à discerner la particularité enfin les limites un peu de la gaieté. Oui. Non, C'était juste en relation. Si attendez pas, c'est une règle que j'aime bien. Il se trouve que j'ai noté Florence juste après Cureau de la Chambre. Non, bon d'accord. Je te réserve pour... J'étais en train de chercher. Parce que vous avez quand même en face de vous une spécialiste des passions. Oui, je tremble dans mes bottes. Oui. Donc c'est André. Oui. Moi je voulais revenir un tout petit peu sur Montaigne. Effectivement, on se dit que vous pourriez écrire tout le livre autour de Montaigne. Bon, alors le Montaigne de Michael Screech, il dit qu'il est mélancolique, mais il dit justement que toute sa sagesse vise à contrôler cette mélancolie. Et justement, c'est pour ça que le livre de Screech se finit sur cette citation, la sagesse gaie et sociale. Parce que Montaigne est peut-être mélancolique, mais il ne veut pas s'y abandonner. Voilà. Alors je pense qu'un bon moyen de reparcourir Montaigne, c'est effectivement de partir de la citation que vous avez prise sur le pouvoir réside dans la gaieté. Ce qui me frappe, c'est que à l'époque de Montaigne,
la gaieté devient une mode associée à des cercles qui sont très proches du pouvoir, qui sont des mignons. Ouais. Si on regarde la caricature des mignons, c'est ceux qui affichent justement ce côté gay, et justement, par ailleurs, ils sont aussi perçus comme efféminés. Donc, là aussi, il y a un moment où ça se lit bien avant le XXe siècle. Oui, c'est ça, gay. Et l'identité genrée. Donc, voilà, il baigne dans cette mode-là et il ne reprend pas vraiment cette critique à son compte. Il va développer une provision positive de la gaieté sans se préoccuper de la question de savoir si c'est une technique de pouvoir. Et l'autre chose à laquelle je pense, c'est que en même temps, il va essayer de limiter les zones où la gaieté peut se libérer. Par exemple, là je vais faire le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a un espace où Montaigne ne voudrait absolument pas être gay, c'est quand il fait l'amour avec sa femme. Parce que ça lui paraît être vraiment le moment et le lieu de la gravité. Donc là, il faut être sérieux. Il ne faut absolument pas faire semblant qu'on est en train de s'amuser ou qu'on a justement de la légèreté dans l'acte. Donc là, je pense que si vous essayez de cerner une technique avec Montaigne, on voit bien, il y a quelque chose. C'est bien. Oui, ok. J'ai oublié votre nom, excusez-moi. Justine. Oui, du coup, je voulais revenir sur les traités des passions, mais moi, je suis un peu intimidée maintenant, parce que je ne suis pas beaucoup spécialiste concernant cette distinction entre la joie et la gaieté, la notion de joie est présente très fortement chez Thureau de la Chambre, mais aussi parce qu'elle l'était déjà chez les stoïciens et chez Thomas d'Aquin. Et donc, de ce fait, je me demandais si le fait de préférer parler de gaieté dans des textes, par exemple chez Montaigne ou chez Rabelais, plutôt que de parler de joie, c'était pas aussi une manière de refuser, en un sens, de s'inscrire dans un héritage sur les débats, sur les passions et sur une forme un sens de lourdeur, qui n'a pas du tout le concept de gaieté. Donc mettre à distance ce poids de la tradition et puis s'inscrire dans un espace de liberté qui confirme l'esprit de gaieté des auteurs. Oui, pourquoi pas. Oui, ça me... Oui. Donc, dans ce sens-là, l'idée que la gaieté, si je vous comprends bien, c'est l'idée que j'avais proposé que la gaieté est toujours liée chez Montaigne à une sorte de liberté du moi, que cela se passe non seulement au niveau de la morale, mais aussi au niveau de la lexique et de la tradition littéraire. Ça me semble tout à fait caractéristique de Montaigne. Et vous évoquiez de manière très intéressante le fait que c'était une notion légère qui glissait à la surface, et en effet, en ce sens, c'est une notion qui effleure le concept sans jamais l'atteindre, et donc peut-être que ça expliquerait son absence dans les traités des passions comme celui de Thureau de la Chambre, et le choix de Pascal de parler de gaieté là où il la met à distance plutôt que de joie, parce que refuser la joie dans la perspective chrétienne, ça serait pas possible. Oui. On peut refuser la gaieté, mais pas la joie. Certainement. Natacha ? Alors, je voulais suggérer que peut-être la fin du XVIe siècle, le tournant du XVIIe siècle, c'est justement le moment où se consomme le divorce entre la gaieté et le savoir, avec la figure du scolare mélancolique, justement chez Shakespeare, auquel est toujours opposé, auquel s'oppose la figure de celui qui sait être gai et qui sait ne pas s'absorber dans les livres, qui sait éviter les sujets trop graves, trop sérieux, et qui n'est pas le scolare en fait. Et je me demande si ça ne peut pas être une piste pour examiner ce qui se passe au XVIIe siècle, pourquoi effectivement on n'associe plus la gaieté et le savoir. C'est quand même ce qui a beaucoup mis Nietzsche en colère. Il l'impute à la réforme protestante, justement, il a ses buts émissaires ou ses coupables, et puis il ressasse dans de nombreux ouvrages sa colère contre Luther, contre le calvinisme, tout ça, et contre ce fameux divorce entre gaieté et savoir. Et alors du coup, est-ce que ça peut pas, je mets de loin en loin, parce que là moi je serais bien incapable d'en parler davantage, mais éclairer aussi la manière dont la joie entre davantage en scène et on s'éloigne un peu de gaieté ou de l'humeur gaie pour parler d'une joie plus intellectuelle ou plus
plus profonde, même dans la théologie, au théâtre, dans la philosophie, la gaieté s'éclipse, la joie entre davantage en scène, et j'ai l'impression qu'il y a ce passage par la figure du... Alors en Angleterre, le scolar mélancolique, mais en France, il n'est pas forcément mélancolique, je ne sais pas trop comment il se porte, mais il n'est pas très joyeux, pas très gai encore. Peut-être bientôt, peut-être qu'il trouvera la joie pascalienne, mais en tout cas, il n'est plus gai. C'est très utile parce que ça me permettra quand même d'introduire un peu de nuance historique dans cette sorte de pot-au-feu que je fais voir. C'est bien. Laurence. J'ai juste cherché du coup dans le bureau de la chambre pour voir si quand il parle de joie, il élimine, il ne parle pas du tout de gaieté. Et il y a quelque chose qui irait dans votre sens, c'est qu'il y a bien l'adjectif gai, mais c'est justement pour le visage, c'est la vivacité gaie du visage. Mais ce qui est intéressant, c'est dans l'idée qu'une joie déborde toujours, donc elle se trahit sur le visage, mais là c'est ce qui ne nous intéresse pas, c'est-à-dire ça vient de l'intérieur et ça va vers l'extérieur, et elle est indiscrète, la joie. Les babillards, ceux qui sont joyeux, ils ne peuvent pas, même s'ils essaient absolument de cacher, ça déborde. Donc c'est bien de l'intérieur vers l'extérieur. À ce titre, c'est vrai, ça ne vous intéresse pas, mais dans le paragraphe qui suit, il y a bien le mot gaieté. Ça m'étonnait qu'il n'y ait pas du tout gaieté, j'ai fait juste un sondage, il y a bien gaieté, mais ce que je trouve difficile, on a tous des types de recherche comme vous, où il s'agit d'éliminer ce dont on ne va pas parler, parce qu'il y en a trop, surtout si vous traversez tout. Ce que je me demande, c'est comment vous allez faire pour tous ces mots qui, dans les textes, sont parfois quasiment... Et par exemple, ce que disait Natacha, c'est vrai, mais il y a La Fontaine juste après. Ensuite, dans Descartes, par exemple, il me semble qu'on pourrait vraiment dire que le savoir et même le devoir, c'est de cultiver une forme. Alors je ne pense pas que le mot gaieté arrive, mais en tout cas des mots proches, et vous avez enjouement, enfin on en a déjà vu plein, et tous ces couples font des couples qui font... Il y a joie et mélancolie, il y a joie et tristesse, il y a gaieté et sérieux, il y a gaieté et tous ces couples vont donner des définitions différentes de ce que vous entendez par gaieté. Bon, moi, ce qui m'a plutôt semblé très intéressant et très compliqué, mais qui n'avait pas l'air de vous poser un problème particulier, c'est comment vous allez articuler la gaieté comme le visage, cheerfulness, et puis l'herméneutique du texte. Vous l'avez dit, vous prenez les deux en même temps, et ça apparaît les deux chez Rabelais, les deux chez Montaigne, mais ça peut être votre fil, parce que dans le bureau, il n'y aura pas la gaieté du savoir. Est-ce que ça sera ça votre charpente, le lien entre visage, extériorité, surface, et puis le contraire, la herméneutique? Pourquoi êtes-vous passé aisément sur cette articulation qu'on ne comprend pas bien quand même? Parce que je suis passé aisément, parce que, comme je dis au début, je ne fais que commencer ce travail, donc là vous me mettez sur de bonnes pistes. Oui, donc deux problèmes, enfin deux dimensions différentes. La question de gaieté et lecture, et la question de surface. De technologie, oui. Qui sont deux ordres vraiment articulés par le nom, mais... Oui. Ok. Sauf l'interprétation. Ouais, l'interprétation de soi. Oui, enfin, c'est... Mais avec... oui, parce que les visages sont lisibles, en fait. Ouais, c'est ça. C'était ma question, en fait. Est-ce qu'il y a dans les traités de physiognomonie quelque chose sur la gaieté? Les traités de physiognomonie qui renvoient justement à cette question du déchiffrement de l'apparence. Dans une perspective, c'est une expression, mais aussi dans l'autre perspective. Je n'ai pas lu les textes. Aidez-moi, je n'ai pas lu les textes. Je n'ai pas relu les textes en français. J'ai parcouru certains textes en anglais pour voir s'il y avait des choses sur les chiffres français. Il y a des textes qui étaient déjà dans l'Antiquité sur la question, puis après, moi je suis plutôt d'une période postérieure, donc je pense à l'Inversaire, fin 18e. Oui.
J'essaie de me rappeler si j'avais lu des choses sur la question, non. Mais il y a bien cette idée de lecture, en tout cas d'interprétation. Et puis aussi, l'idée que vous disiez, c'est-à-dire adopter une mimique, vous amène à éprouver ce que la mimique est censée signifier. Ouais. Et ça crée après des phénomènes d'imitation, de transport collectif, ouais, qui peuvent être paniques aussi, ou de civilisateurs s'il s'agit de gaieté socialement civilisatrice. Donc je me demandais s'il y avait quelque chose là-dedans, je ne sais pas moi-même. Oui, voilà, c'est le travail que j'ai à faire. Donc évidemment, il me semble que vraiment la difficulté dans ce projet, c'est justement de prendre en compte les textes que vous me suggérez et aussi les problèmes que vous soulevez, et essayer de voir, et essayer ensuite de réduire l'argument pour que ce soit vraiment très très clair et sans essayer de réinventer la roue, de refaire une sorte d'histoire de la civilisation occidentale à travers tout le vocabulaire. Donc ça va être le problème, évidemment. Mais pour ça, il faut beaucoup manger et ensuite digérer et ensuite revenir avec quelque chose de vraiment très, très, très précis. Gilbert. Non, je pense que ça. Ici, simplement, excusez-moi, Spinoza, vous l'intégrez à un moment pas... Spinoza, j'ai relu Spinoza, enfin il y a des choses sur la hilarité chez Spinoza. Oui. Sur l'hilarité. Je l'ai pas, je l'ai relu, je l'ai lu l'année passée avant de venir en France, et puis ça m'a semblé peut-être intéressant, mais pas, il n'y avait pas beaucoup, donc j'ai un peu laissé de côté parce que je ne pouvais pas venir avec tous mes livres. Mais il y a des différences entre gaieté et joie. Oui, c'est peut-être donc Spinoza. Gloire, la gloire. Ok, bon, je vais reprendre Spinoza, des retours. Voilà, ça c'est bon. Et volupté. Volupté. Parce que la fontaine, c'est oui, bien sûr. Oui. Proche. Que l'on passe de la gaieté au chatouillement chez Spinoza. Oui. Je ne pense pas que... Enfin, Madame de Staël ne parle pas de la volupté en société, ça je suis certain. Ce n'est pas caractéristique ça ne fait pas partie du caractère national des Français. Chez Madame de Staël, là encore, quelque chose qu'il faut quand même faire une discrimination. Et oui, en fait, c'est une chose qui va peut-être prendre le volant dans ce projet, c'est quand on arrive à la fin du 18e et même 19e siècle, il va peut-être... On va en fait découvrir que certaines caractéristiques du moi qui sont liées à la gaieté à un moment plus tôt dans l'histoire sont appropriées par d'autres discours et par d'autres vocabulaires. Ça, c'est le problème. Est-ce que la gaieté au 19e siècle se décrit par le mot gai? Est-ce que la gaieté se décrit par le mot gaieté? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui décrit ce que c'est que la gaieté? Ou est-ce que le cheerfulness au 19e siècle, est-ce que le cheerfulness de Charles Dickens, c'est le même, parce qu'il y en a partout, c'est le même cheerfulness que le cheerfulness de Wordsworth ou de Jane Austen? Ça, je ne sais pas. C'est à découvrir. J'aimerais vous poser, ce sera peut-être la dernière question. S'il y en a une autre, je la poserai en tête à tête. Non, je vais la poser. Est-ce que dans ce que vous avez vu, il y aurait une association particulière ou au contraire pas du tout? Et à partir de ce que vous avez dit, j'aurais l'intuition que c'est pas du tout, mais j'en sais rien du tout évidemment. Une association entre la gaieté et le bon mot. C'est-à-dire, en fait, j'y ai pensé de la manière suivante. Je pense à donc Madame de Staël associant la gaieté au caractère français. C'était Voltaire. Pardon? La gaieté, c'était Voltaire. Voilà. Non, mais justement, moi, je pensais pas à Voltaire. Je pensais
Je ne pensais pas à Voltaire. Je ne suis pas sûre de ça. Mais bon, je pensais à Figaro. Je pense qu'en tout cas, encore aujourd'hui, s'il y a deux personnages littéraires auxquels sont associés à la fois la gaieté et la francité, disons, c'est Figaro et Gavroche. Ce qui est intéressant parce que c'est aussi deux personnages auxquels toute une certaine histoire, enfin toute une certaine France, disons, a associé la Révolution, enfin, la figure révolutionnaire. Cela dit, Figaro fait des bons mots. Bah si, Gavroche et Figaro, ils se signalent aussi par une capacité à la pointe, au bon mot, voilà. Mais par contre, tout ce que vous avez présenté, me semble-t-il, ça n'a rien d'évident qu'on ait le bon mot à l'horizon de la gaieté. Je n'ai pas vu de référence. Voilà. C'est-à-dire, quand on parle de gaieté ou de... Oui, on n'a pas parlé de l'astuce linguistique, du bon mot, dans les textes que j'ai lus. Mais c'est peut-être ça. Bon, évidemment, je vais vous dire Figaro, très vite. Ben, il y a la phrase de Suzanne qui dit j'aime... Bon, enfin voilà, je sais pas. Allez-y, là, vous avez tous Internet, je ne sais pas comment vous faites avec vous, cherchez. Bah, ça, c'est très utile, ça. Elle lui dit pas quelque chose, j'aime ta gaieté parce qu'elle est folle. Ça doit être elle dit une phrase comme ça. C'est un très bon exemple, Figaro. Et c'est immédiat, enfin, c'est-à-dire, il est présenté là, dans le mariage de Figaro, je me souviens pas du mariage civil, il est associé, il allégorise presque la gaieté, Figaro. Et la gaieté, qui est une gaieté contre vents et marées, rebelle, etc. Super. Entraînante. Ça, c'est bon. Il y a Mozart. Pardon? Il y a bien de Sévigné. Des femmes gaieté. Bah si, Madame de Sévigné. Vous n'avez pas parlé de l'entrain. De l'entrain. Là, non, vous êtes le pauvre, il est balancé de liste de mots, l'entrain. Ça doit être récent, je pense. Il me semblait que ça s'articulait bien avec la capacité à transmettre par le visage peut-être la joie. S'il vous plaît, excusez-moi, mais là, vous empêchez complètement, comme c'est pas un très bon micro. Mais je n'ai pas de texte. Moi, à vue de nez, je dirais que c'est pas un mot très ancien. C'est pas un mot aussi ancien que... Ouais, entrain. Entrain, j'ai l'impression qu'on ne le rencontre pas du tout dans les textes du 16e, 17e siècle. Si ? Silence. On peut continuer à discuter autour d'un verre. Il faut s'arrêter au 17e, 18e.